Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equiresources. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre podcast Le Cheval des métiers. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. La nouveauté de cette 4e saison ? Pour aller plus loin dans nos réflexions autour de l'emploi et de la formation, 3 tables rondes présentant les résultats des travaux de thèse de Charlène, chargée de mission pour Equiresources, sur les carrières des professionnels de la filière équine en Normandie, appuyées par des témoignages de professionnels, vous sont proposés. Ces discussions donneront lieu à un partage d'expériences autour de sujets variés, apportant des éclaircissements sur les raisons de la reconversion des professionnels, le sujet controversé de la baisse de niveau, ou encore l'influence du professionnel sur le bien-être du cheval. Je vous invite à me suivre pour rejoindre Dr Charlène et ses invités du jour. Les entreprises de la filière équine connaissent depuis plus de 10 ans des difficultés à recruter du personnel. Cette difficulté, d'abord visible dans le secteur des courses, s'étend aujourd'hui à l'ensemble des secteurs de la filière. Dans un contexte de pénurie de personnel sans précédent, de turnover élevé des salariés et de baisse d'attractivité pour les métiers du cheval, il convient de s'interroger sur les raisons des interruptions de carrière. Pour comprendre ces bifurcations, nous accueillons pour ce podcast Charlène Lourd, Marine Boutinet et Pascal Meninck. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Charlène Lourd, tu es ingénieure de projet et de développement pour le service Equiresources, référent emploi-orientation de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Tu es spécialiste des questions liées à l'emploi et à la formation de la filière équine et tu as également été conseillère emploi-orientation durant 6 ans. Depuis 2019, tu es animatrice du Conseil de l'emploi et de la formation de la filière équine. Tu as été diplômée en 2022 d'un doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Caen-Normandie, avec pour sujet l'adéquation entre la formation et l'emploi et la construction des carrières professionnelles dans les mondes équestres et hippiques. Marine Boutinet, tu es responsable de la sellerie À toute allure à Alençon en Normandie depuis 2022. Tu es une ancienne assistante d'élevage et tu as également exercé les métiers de palefrenier-soigneur, de cavalier d'entraînement et de groom durant 6 ans, avant de commencer ta reconversion au poste de secrétaire administratif dans un haras de trotteur. Pascal Meninck, tu es artisan, électricien et fabricant de solarium pour chevaux en Normandie depuis 2010. Tu es un ancien cavalier professionnel de sport et tu as également exercé les métiers d'enseignant d'équitation, de coach et de responsable d'écurie durant plus de 20 ans. Charlène, durant ton doctorat, tu t'es intéressée à la manière dont les professionnels du cheval construisent leur carrière et plus particulièrement aux interruptions de carrière. Peux-tu nous présenter les grands traits de ton étude et son sujet ? Alors oui, c'est une étude qui a duré 5 ans, entre 2017 et 2022. L'objectif était de comprendre la manière dont les professionnels construisaient leur carrière, mais dans un contexte où on est en tension, c'est-à-dire avec une pénurie de personnel, comme tu l'as présenté Audrey, et notamment une pénurie qui peut être marquée par un désajustement entre la formation et l'emploi. Alors, je n'ai pas pu étudier l'ensemble de la filière équine, je me suis donc concentrée uniquement sur les secteurs des courses, du sport et du loisir. C'est une étude qui a été réalisée en Normandie auprès de professionnels, mais aussi de formateurs. C'était important de croiser leurs regards pour avoir une vision d'ensemble de cette problématique. Alors, j'ai eu la chance de travailler au sein du service Equiresources en tant que conseillère. J'avais donc accès à une base de données. Je me suis appuyée sur l'analyse des CV, au total 1117, ce qui est une méthode assez novatrice. Et suite à ces premières analyses, j'ai complété avec des questionnaires, 226 au total, puis des entretiens avec une douzaine de personnes, dont Marine et Pascal. Alors, ces personnes, elles étaient salariées, employeurs ou formateurs, ce qui permettait de croiser leurs regards pour à la fois dresser des types de carrières, mais aussi de comprendre les points de blocage qui pourraient expliquer cette pénurie du personnel. En fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette situation, elle n'est pas nouvelle, elle existe depuis 10 ans, mais étonnamment, on a peu de données qui expliquent cette pénurie du personnel. Et en 2016, l'Observatoire des métiers, de l'emploi et des formations de la filière équine avait justement, dans son rapport sur le marché du travail, émis l'idée de réaliser une étude qualitative, ce à quoi je me suis attachée pour comprendre cette pénurie. Quand j'ai commencé mes recherches, je me suis d'abord intéressée à la pyramide des âges, qui est donc établie par la MSA, Mutualité sociale agricole. Et cette pyramide, elle permet rapidement de visualiser la répartition des hommes et des femmes en fonction de leurs âges.
Et on se rend compte, en fait, le premier constat que l'on peut faire, c'est qu'on a une forte déperdition après l'âge de 30 ans et que cette déperdition, elle est d'autant plus grande chez les femmes. Voilà, donc on n'a pas affaire à des carrières longues ou du moins qui se terminent par une retraite. Donc les interruptions s'expliquent autrement. Donc dans ton étude, quand tu évoques les carrières des gens de chevaux, tu vas distinguer 5 étapes, dont la fin de carrière en dernier lieu. Et pourquoi c'est important d'analyser l'ensemble des parcours quand on s'intéresse finalement aux interruptions de ces parcours ? Alors la commande qui m'avait été faite par l'IFCE, c'était réellement d'étudier les reconversions des professionnels, puisqu'on voulait savoir pourquoi ils partaient. Mais pour comprendre les interruptions, il faut connaître l'ensemble du parcours des personnes pour savoir dans quelle mesure elles sont intervenues. Et c'est pour cette raison que je me suis intéressée à la notion de carrière, car en fait, elle permet de suivre les différentes étapes par lesquelles les personnes peuvent passer. Et il y a en effet 5 étapes qui sont reconnues: l'orientation, la formation, l'insertion, le développement et puis la fin de carrière à laquelle on s'intéresse aujourd'hui. Alors, quand on s'intéresse aux interruptions de carrière, il est important de rappeler qu'il existe 2 types d'interruptions. On a des interruptions qui sont définitives et des interruptions qui sont temporaires. Donc, comme le nom l'indique, lorsqu'elles sont temporaires, les personnes vont faire des allers-retours entre la filière équine et d'autres secteurs d'activité. Donc, si j'ai bien compris, il y a des personnes qui vont commencer leur carrière dans les chevaux, qui vont travailler un certain temps et qui, à un moment, en fait, vont faire pendant toute leur carrière un petit peu dans les chevaux, vont aller travailler ailleurs et vont revenir régulièrement, c'est ça ? Exactement. Et l'autre interruption dont tu parlais, c'était l'interruption définitive ? L'interruption définitive, elle intervient quand la personne a travaillé auprès des chevaux et qu'elle décide à un moment donné d'arrêter totalement et donc ne reviendra plus travailler dans la filière. D'accord. Justement, parmi les parcours que tu as pu étudier, il y a ceux de Pascal et Marine qui sont avec nous aujourd'hui. Marine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours auprès des chevaux ? Bonjour à tous. Moi, j'étais une enfant passionnée d'équitation, forcément, comme beaucoup de jeunes qui ont mis le pied à l'étrier à 4-5 ans. J'ai suivi un cursus agricole avec un BEP, bac et BTS que je n'ai malheureusement pas eu. Mais j'ai tout de suite rebondi et je me suis aventurée dans le Calvados et j'ai postulé en tant que groom cavalière. Et après quelques années d'exercice auprès de mes chevaux adorés de 3 et 4 étoiles, j'étais fatiguée. Et je me suis orientée plus vers les courses. Et j'ai adoré. Et après, entraînement. Où là, en fait, j'ai retrouvé le contact et puis monter à cheval comme je faisais avec les chevaux de concours. Et du coup, c'était chouette. J'ai aussi voyagé. Je suis allée en Australie, donc ça, c'était une super expérience. Après une envie de maternité, je me suis dit, je les adore, mais pour la sécurité, pour ma sécurité, et parce que maintenant, je suis plus toute seule, il faut que je trouve une issue de secours. Donc on m'a proposé un poste de secrétaire. Donc j'avais toujours le pied et un pied dans l'écurie parce que du coup j'étais vraiment au contact des chevaux et puis du personnel. En fait, je faisais la jonction entre l'administratif et la cour. Donc ça, j'ai trouvé ça génial, vraiment. Et après, l'opportunité s'est présentée pour ouvrir mon commerce. Donc c'est ce qui m'a... Mais du coup, je prends plaisir à quand même aller voir mes clients et... dans la cour et aller voir les chevaux quand même. Et aller voir les chevaux. Et on a aussi des chevaux de course à la maison, donc moi j'ai toujours un pied. J'exprime le besoin. Je peux dire que c'est vital de garder ce lien avec le cheval. Et comme tu nous as dit, tu es partie un petit peu à l'étranger durant ton parcours. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de partir ailleurs qu'en France dans le cadre de ton parcours professionnel ? Pour moi, le cheval nous offre l'opportunité de voyager. Le cheval, c'est un passeport. N'importe où dans le monde, il y a des passionnés, il y a des professionnels, que ce soit et des courses et du concours. Donc j'ai eu l'opportunité, on m'a proposé un job avec mon conjoint là-bas. Et pour notre culture générale, disons, découvrir d'autres cultures, parfaire son anglais, très important. Et puis voilà, la jeunesse, l'envie de voyager, découvrir, ça c'est quelque chose qui forge le caractère, l'esprit et je trouve que c'est très enrichissant.
Donc ça t'a vraiment apporté quelque chose pour la suite de ta carrière? Oui, vraiment. Vraiment, j'ai rencontré des gens géniaux. Je parle pas couramment anglais, mais du coup, j'ai une bonne maîtrise de la langue. Non, c'est quelque chose vraiment que j'ai adoré. Pascal, de ton côté, tu as exercé uniquement dans les secteurs du sport et du loisir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Oui, bonjour à tous. Alors je vais essayer de la faire courte. Je me suis mis à l'équitation assez tardivement, vers l'âge de 14 ans, dans un petit club en Normandie, sur la côte. Je suis rentré au lycée agricole, j'y suis resté que 4 mois. Ça ne me convenait pas tout à fait. J'ai donc fini ma formation équestre sur le tas, comme on dit, pendant 8 mois environ. Je suis parti ensuite en région parisienne dans une écurie qui combinait un gros centre équestre de 400 adhérents, une écurie de propriétaires, et puis un cavalier faisait du haut niveau. J'y suis resté 2 ans et j'y ai mêlé enseignement et poste de cavalier maison pour ce cavalier. Je suis parti ensuite comme cavalier jeunes chevaux dans un élevage dans la Manche pour une saison de concours, où j'ai fait quasi exclusivement que des jeunes chevaux et un petit peu d'épreuves 1m30. Ensuite, il s'est passé 3 ans d'interruption, blessures et service militaire. Je me suis remis à cheval durant ma formation monitorat sur une année. À l'issue de cette formation, j'ai obtenu mon brevet d'état d'éducateur sportif, premier degré. J'ai coaché une équipe poney pendant environ une année. Le père d'un de mes élèves était éleveur de chevaux et de poneys de sport. J'ai donc commencé à monter pour lui. Notre collaboration a duré 15 ans, d'abord en tant que cavalier professionnel poney, malgré moi. J'avais jamais fait de poney de ma vie. Et puis au bout de quelques années, les poneys se sont transformés en chevaux, une centaine sur le site. On faisait énormément de commerce, à peu près 80 chevaux à la vente par an. Et je montais des épreuves du jeune chevaux au Grand Prix B1 à l'époque, 1m40. Un jour, cette activité a déménagé. L'élevage s'est transformé en élevage de pur sang, et pour ma part, je me suis occupé d'organiser de l'événementiel pendant 2 ans sur ce nouveau site, à peu près 40 événements par an, tout ce qui avait attrait au cheval, aussi bien du trek, du concours hippique, des stages d'éthologie, enfin tout. Voilà, et puis l'activité s'est brusquement arrêtée et on m'a proposé un poste de cavalier dans une écurie de haut niveau, en Normandie toujours, que j'ai accepté, endroit où j'ai refait du concours à temps plein, du jeune chevaux au CSI 2 étoiles, mais également du management et de la gestion d'écurie. Et ça a pris fin en fin 2010. Voilà, fin de l'aventure avec les chevaux à ce moment-là. Marine, Pascal, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les raisons pour lesquelles vous avez interrompu votre carrière avec les chevaux et ce qui a fait que vous avez changé? Alors pour ma part, j'ai réalisé après ce temps passé à faire plusieurs métiers au fond avec les chevaux, moi je me suis confronté à ce qu'on appelle le plafond de verre, à savoir que j'ai réalisé que j'allais possiblement ne plus évoluer, à savoir faire toujours ce même boulot, pourquoi pas de cavalier, ce qui n'est pas déplaisant, que dans le meilleur des cas, j'aurais pu changer d'écurie, voire changer de pays, mais au fond, pour faire toujours la même chose. Et c'est sans doute ça qui m'a poussé à interrompre à ce moment-là. C'est-à-dire que continuer à mettre la même énergie et le même investissement pour faire encore ce métier possiblement pendant 20 ans, ça ne m'a pas semblé être judicieux. Et tu t'es un petit peu lassé de ne pas pouvoir avoir une évolution de cette carrière, en fait, de faire cavalier? Non, ce n'est pas une lassitude de faire ce travail-là, c'est une réalité de voir que, pour être clair, l'évolution à un certain niveau, elle est très liée à l'argent. Et que si on n'a pas les moyens soi-même de financer ses propres chevaux, la limite, elle se fait tout naturellement. Donc soit on accepte de rester au même niveau et à faire le même job pendant encore 20 ans, soit on se dit qu'on est très content de ce qu'on a vécu et qu'on passe à autre chose. Oui, que c'était une belle expérience et que ça t'a apporté plein de bagages pour la suite. Exactement.
Et toi, Marine ? Alors moi déjà, il y avait la santé. J'ai fait pas mal de chutes à cheval, surtout à l'entraînement. Et travailler avec des yearlings de vente, pareil, c'est un métier un peu... en soi, on a l'impression qu'une personne à pied à côté d'un poulain de 18 mois, c'est très facile, parce qu'ils sont tirés à 4 épingles quand ils arrivent sur le ring, et que personne ne bouge. Par contre, l'élevage et la préparation, c'est tout autre chose. Et le fait d'avoir du coup une fille m'a bien fait comprendre qu'on n'avait pas de jour off, on n'avait pas de vacances et qu'on n'avait pas le droit d'être malade. À ce moment-là, on peut compter sur son partenaire, mais étant aussi lui dans les courses, je me suis dit que bon, il était temps de passer le cap et de s'orienter vers une autre profession, mais en restant quand même un pied dans la filière. En lien avec les chevaux, via la sellerie et via toujours cette possibilité quand même d'aller les voir et au final de rencontrer d'autres personnes, mais toujours passionnées par les chevaux. Oui, parce que pour moi, j'ai pas eu de... Justement, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de graves accidents, mais j'ai aussi voulu arrêter avant de les détester. Je pars du principe que voilà, je me suis attachée aux chevaux, j'ai fait ce métier par passion, parce que en fait, les gens à la base font ce métier par passion. Hein. Ils comptent pas leurs heures, etc. Mais au bout d'un moment, il y a l'usure physique. Le corps parle. Je ne me voyais pas passer ma vie sans les chevaux, mais voilà, il y a quand même le côté physique qui t'a rattrapé. Exactement. Dans le cadre de ta thèse, Charlène, est-ce que ces questions de santé et de plafond de verre, est-ce que ce sont des résultats que tu as pu retrouver ? Est-ce que pour toi, est-ce que tu en as obtenu d'autres ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Oui, tout à fait. Les parcours de Marine et de Pascal, en fait, se retrouvent dans beaucoup de parcours de professionnels du cheval, enfin, du moins dans les courses et dans le sport. Donc, effectivement, on a cet aspect plafond de verre. Ce qui est assez intéressant d'observer, c'est que quand on interroge les personnes sur leur volonté de faire carrière, au sens de progresser dans leur carrière, souvent, et même très souvent, on a une réponse qui est on ne fait pas ça pour faire carrière. En revanche, quand on pousse un petit peu et qu'on voit les étapes, eh bien effectivement, c'est pas faire carrière, mais c'est atteindre ce plafond de verre. Soit parce qu'effectivement, il n'y a pas les moyens financiers suffisants pour ouvrir son entreprise, parce que c'est quelque part, pour certains, l'objectif d'une carrière, on va dire, aboutie. Ou alors, comme l'expliquait parfaitement Pascal, c'est-à-dire qu'on fait le bilan, on est sur des métiers qui sont très polyvalents, donc on a l'impression de faire beaucoup de choses, mais même si on ne peut pas en faire le tour, parce qu'effectivement, chaque cheval est différent et l'aventure se répète, mais tout de même, on peut arriver sur une certaine, peut-être pas lassitude, mais de se questionner, de se dire, est-ce qu'on ne veut pas autre chose à un moment donné ? L'intervention de Marine, elle est très intéressante parce que souvent, on a tendance à dire, quand on devient maman ou papa, le fait d'avoir un enfant, c'est pas compatible avec un métier passion parce qu'on ne peut pas autant s'engager. Mais en fait, ce qu'il apparaît, et ce qui est très peu dit, et ce qu'il faut surtout dire, et ça arrive surtout chez les mamans, lorsque l'enfant arrive, il y a cette peur de l'accident. En fait, tout professionnel est bien conscient du risque qu'il peut y avoir à manipuler des chevaux, qu'ils soient nouveau-nés ou qu'ils aient 11 ans sur un parcours de CSI. Sauf que quand on est parent, effectivement, eh bien, on prend conscience réellement de ce danger et que si nous arrive un pépin, on n'est plus tout seul. Et comment on fait derrière ? L'autre point qui est assez intéressant dans l'intervention donc, de Marine et de Pascal, c'est qu'on est sur des personnes passionnées qui se sont investies, j'ai presque envie de dire corps et âme, malgré les difficultés physiques et parfois mentales de ce travail avec les chevaux. Mais n'empêche qu'ils sont amateurs au tout départ, donc soit à 14 ans, soit à 8 ans, mais ils restent des passionnés et amateurs, et donc ils peuvent redevenir amateurs et donc garder le cheval dans leur quotidien. C'est pour ça que la rupture, elle est rarement franche, sauf quand, par exemple, Marine en a parlé, mais quand on a un écœurement. C'est-à-dire que les personnes ont été trop loin et c'est des mauvaises conditions d'emploi, donc on va peut-être en parler plus tard, mais qui vont faire que on assimile ces mauvaises conditions d'emploi au cheval et donc on finit par détester l'animal alors qu'à la base, on s'était orienté pour être avec lui. Donc, comme tu nous as dit, Marine, toi, tu as gardé quand même un pied avec les chevaux de par ton conjoint et les chevaux que tu as à la maison. Et toi aussi, Pascal, tu as toujours ce lien avec les chevaux de par ton métier actuel maintenant ?
Alors oui, en partie, en tout cas sur une partie de mon métier qui consiste à fabriquer des solariums pour les chevaux. Donc évidemment, je suis en contact avec des professionnels du cheval, que ce soit des gérants d'écuries, de sport, de loisirs, des centres équestres, parfois aussi des amateurs qui sont installés chez eux, ou des institutions. Et effectivement, sur la seconde partie, j'ai gardé une partie de mon réseau. C'est-à-dire que je travaille à 80% pour des gens de chevaux, d'un point de vue purement artisanat. Donc voilà, ça m'a servi au moins à ça, à créer un réseau et à rebondir en gardant effectivement un tout petit bout de pied dans le monde du cheval. Quand on vous écoute tous les deux et qu'on écoute votre parcours, on sent bien qu'il y avait vraiment une volonté de changer de travail et de plus travailler auprès des chevaux. Donc vous, c'était vraiment un choix que vous avez fait. Et par contre, il peut aussi y avoir des personnes qui subissent cette interruption et qui arrêtent de travailler avec les chevaux pour d'autres raisons que par choix. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là ? Alors, bien évidemment, il existe des reconversions qu'on appelle subies. Je pense notamment aux accidents, aux incapacités de travailler. On est le premier secteur agricole le plus accidentogène d'après la MSA. Et donc, c'est vrai que certains accidents peuvent interrompre les carrières. En fait, on ne peut plus travailler tout simplement auprès des chevaux. Alors, ça peut être soit des accidents, mais ça peut être aussi des blessures sur le long terme. Je pense notamment au mal de dos, aux tendinites, etc., qui empêchent réellement la suite de la carrière. Autre raison, mais qui peut paraître paradoxale, puisque nous sommes dans une situation de tension et donc de manque de personnel, c'est l'emploi. En fait, on se rend compte qu'il y a des carrières qui sont interrompues par faute d'emploi, parce qu'il faut bien se rappeler que les écuries sont souvent positionnées en zone rurale. Et donc, elles peuvent être espacées de plusieurs kilomètres les unes des autres. Et quand on a des personnes qui sont peu mobiles et qui ne peuvent donc pas trop sortir de leur périmètre, eh bien, il est difficile pour eux de changer d'entreprise et donc ils sont confrontés à une interruption de carrière faute d'emploi. Quand j'ai parlé avec des profils tels que ceux de Marine ou Pascal, quand je leur demandais s'il était facile de trouver un emploi, vu qu'on était en pénurie de personnel, ils m'ont dit non. Parce qu'il est facile de trouver un emploi, mais il est difficile de trouver un bon emploi avec des conditions d'emploi acceptables à partir du moment où on a un certain niveau de compétences et donc d'exigence. Comme tu viens de le dire, Charlène, on se rend compte qu'il y a des conditions d'emploi qui peuvent être un petit peu compliquées. Est-ce que c'est la même chose pour les conditions de travail finalement ? Alors, il faut arriver à distinguer les conditions d'emploi des conditions de travail. Les conditions de travail, elles sont reliées directement au métier. Donc, par exemple, quand on travaille avec les chevaux, eh bien, on manipule des animaux vivants et puissants, on travaille dehors, par tous les temps. Voilà, ça, ce sont vraiment les conditions qui sont indissociables du métier. Et quelque part, les professionnels, ils ne se plaignent pas de ces conditions de travail, puisque quelque part, ils se sont engagés, ça fait partie des règles du jeu. En revanche, ce qui est critiqué, ce sont les conditions d'emploi, effectivement. Donc là, on va être plutôt sur, par exemple, le statut. CDI, CDD, le nombre d'heures effectuées, mais ça va être aussi l'ambiance, la manière dont l'employeur va parler à ses salariés, la reconnaissance, etc. Et là, on est davantage sur des professionnels qui peuvent critiquer ces conditions. Ça s'est notamment vu lors du lancement de la campagne #lechevalrecrute par Equiresources, où sur les réseaux sociaux, on a pu voir d'anciens professionnels qui justement critiquaient ces conditions d'emploi, et on est sur des personnes qui littéralement auraient pu faire carrière plus longtemps, mais qui ont interrompu celle-ci parce que les conditions d'emploi ne leur convenaient pas ou plus. Ce qui est dommage parce qu'en fait, on est sur une variable d'ajustement. Si on a des conditions qui évoluent, on pourrait peut-être garder des carrières plus longues. Marine, Pascal, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez été confrontés, ces conditions de travail ou les conditions d'emploi qui, au final, vous ont été des cartes qui se sont rajoutées à votre jeu de vous dire je vais faire autre chose que de travailler dans les chevaux ? Alors pour ma part, pas vraiment, parce que comme l'a dit Charlène, ces conditions de travail qu'on peut qualifier de pénibles, je les ai connues depuis mes débuts à cheval, parce que c'était à l'époque un petit peu à la dure, et que je les ai acceptées tout au long de ma carrière. Donc c'est pas ça qui m'a fait quitter ce milieu-là, c'est juste encore une fois que je n'avais pas de visibilité sur quelque chose de mieux par rapport à mon investissement du moment.
C'est pour ça que, quitte à s'investir autant, parce qu'à vrai dire, mon rythme de travail n'a pas changé aujourd'hui. C'est toujours énormément d'heures et un énorme investissement. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour moi. En fait, seul le résultat a changé. À vrai dire, les conditions de travail sont toujours les mêmes. Moi, comme a dit Pascal, en fait, les conditions de travail, on les a choisies de telles. On travaille avec du vivant, donc on n'a pas le même âge. Mais j'ai eu un premier employeur qui me disait toujours, vous savez Marine, on payait pour apprendre avant. Là, vous avez la chance que je vous apprenne à titre presque gracieux. Bon. Le salaire était minime, mais j'étais logée. Bon, c'était déjà bien. Vous faites ça 3 ans, 4 ans, et puis après vous vous intéressez à la filière course. Et la filière course est associée au PMU, avec des finances beaucoup plus importantes. Et je peux vous assurer que la première journée que j'ai fait auprès des Yearlings, avec une équipe de 15 personnes, où là, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est quand même 2 mondes. Hein. Les courses et le show jumping, c'est complètement 2 mondes différents, sur tous les stades. Quand on vous dit à midi pile, lâchez ce que vous avez dans les mains et rendez-vous à 14h, et qu'au 31 du mois, la rémunération tombe juste, vous dites, je pense que mon camp est choisi. On gardera le concours pour le plaisir, mais tout de suite, pour exercer, je vais plus partir sur la filière course. Donc, non, après, moi, j'ai toujours pris mon travail à cœur, et travailler avec du vivant, c'est travailler 365 jours par an s'il le faut, parce que à la base, vous travaillez par passion. Après, moi, le fait de m'être mise à mon compte, comme dit Pascal, il y a même beaucoup plus d'investissement physique, je trouve. Et après, le résultat est différent. Je trouve qu'il est même plus beau parce que c'est une satisfaction personnelle au final. Donc, c'est quelque chose d'accompli. Tandis que quand on est salarié, que ce soit même autant dans la filière équine qu'ailleurs, bon, vous êtes juste satisfait de votre travail. En fait, c'est juste un dû. Bon, j'ai fourni un travail et mon patron me doit ce que je viens de fournir. Tandis que se mettre à son compte, c'est « Ah, là ça coince, remise en question totale, dépassement de soi et avancer, quoi. » Moi, c'est plus ça aussi qui me réconforte dans le fait que j'ai pris la décision de me mettre à mon compte. Pour moi, j'ai pris la bonne décision. Quand vous avez choisi de vous reconvertir et de vous réorienter, de quitter la filière équine, on va dire terrain, est-ce que vous avez eu tous les deux besoin de faire une formation complémentaire pour arriver à justement changer de métier, ou comment est-ce que ça s'est passé de manière pratique ? Donc moi, pour ma part, j'ai sollicité Pôle emploi qui m'ont conseillé de faire une petite semaine, ou c'était 10 jours, dans une autre entreprise, parce que je voulais m'orienter, quand la rencontre s'est faite avec Charlène, vers le secrétariat. J'ai fait 10 jours de stage à la clinique de Méhedin. Là, j'ai adoré parce que c'était une très belle équipe. Et puis, j'ai eu les premiers contacts avec le client. Parce que parler avec ses chevaux et parler avec une personne de l'autre côté du comptoir, c'est pas pareil. Voilà. Donc là, ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai fait un peu de comptabilité. Donc là, c'est pareil. On se remémore les comptes tentés, les bilans, et toutes ces petites choses qui sont importantes dans une entreprise. Et après, en fait, comme disait Pascal tout début de sa carrière, je me suis formée sur le tas après qu'on m'ait proposé un boulot en tant que secrétaire dans un haras de trotteurs et de pur sang. Donc là, l'ancienne secrétaire venait de prendre sa retraite et j'étais seule. J'ai maintenu des bons contacts avec cette personne. Donc, elle ne m'a pas forcément orientée, mais bon, elle m'a donné 2-3 filons. Donc, voilà, je me suis formée sur le tas avec des gens bienveillants de la filière trot, galop. Donc, ça s'est fait naturellement.
Alors pour ma part, au moment de l'interruption de carrière, je ne me suis pas formé. Je me suis servi de mes acquis du moment. Et puis j'ai été, par habitude sans doute, j'ai été chercher de nouvelles compétences par moi-même. Et il n'y a que récemment que je sors actuellement d'une formation qui m'a permis de me diplômer d'un point de vue purement électrique, en électricité donc. Mais à vrai dire, les 12 années qui viennent de passer se sont faites sans la moindre formation. Et globalement, Charlène, est-ce que tu as pu retrouver un petit peu ce phénomène chez d'autres personnes que tu as pu rencontrer pendant ta thèse ? Oui, les réactions de Marine et de Pascal sont très communes, alors sans vouloir généraliser, bien sûr, mais globalement, on est sur des profils qui sont en rupture scolaire. Donc pour le dire autrement, ils n'aiment pas l'école, donc ils y vont le moins possible. Et au moment de la reconversion, eh bien, ce rapport à l'école, il n'a pas changé. En fait, durant leur carrière professionnelle, lorsqu'ils se forment, parce qu'en fait, il ne faut pas dire que les gens de chevaux ne se forment pas parce qu'ils ne rentrent pas dans un cadre bien structuré de la formation continue, comme nous, on pourrait l'entendre. Mais en fait, ils se forment entre pairs. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de preuve. On se forme auprès de quelqu'un si on estime qu'il est capable, en fait, de nous apprendre de nouvelles choses. C'est le cas avec Marine et donc l'ancienne secrétaire. Ça peut être le cas de Pascal avec ses anciens employeurs cavaliers qui avaient un palmarès qui en disait long et qui donc du coup prouvaient leur notoriété et leur capacité à lui en apprendre davantage. Au moment de la reconversion, s'il y en a une, elle se fera un petit peu plus tard et uniquement si les personnes sont sûres du métier vers lequel elles vont ou si le métier vers lequel elles se dirigent nécessite une formation comme par exemple c'est le cas en électricité où on est obligé d'avoir ce diplôme. Merci Charlène pour ces précisions. Pascal, Marine, est-ce que si c'était quelque chose à refaire, cette reconversion et la façon dont ça s'est passé, est-ce que vous le referiez ? Est-ce que vous le feriez différemment maintenant avec quelques années de recul, à votre avis ? Moi, je crois que je ne changerai rien parce que, avec 11 ans de recul, c'est un petit peu facile. J'estime que ça s'est bien passé. Donc, étant satisfait du résultat, je ne vais pas changer la méthode. Donc tu referais pareil, le même parcours ? Oui, parce que le parcours d'avant reconversion... Aucun regret ? Non, absolument aucun. Ça t'a permis aussi d'arriver là où tu es maintenant ? Sans doute. Ah oui, sans doute. Ça permet... toutes les expériences servent à être ce que l'on est. Donc toutes ces expériences ont servi, m'ont sans doute aidé à me reconvertir et aller vers l'entrepreneuriat, parce qu'au fond, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, non, je ne change rien. Moi non plus, je ne changerai rien. Comme dirait Pascal, l'expérience fait ce que l'on est, ce que l'on devient. C'est ce qui nous fabrique notre personnalité. Donc non, je ne changerai rien. Tout a été bénéfique pour moi. Est-ce que Marine, lors de ta reconversion, tu n'aurais pas aimé ou souhaité avoir davantage d'appui institutionnel, par exemple de la part de Pôle emploi ou d'autres organismes associés ? Ce que j'aurais dû faire avant de mettre le pied dans le monde du travail, c'est de passer mon BTS. Enfin, c'était de refaire en fait une année et vraiment d'acquérir en fait le cursus scolaire. C'est vrai que sur le coup, on s'en fiche parce que comme tu disais, on n'était pas école et on ne sera jamais école, on ne sera jamais scolaire. Sauf qu'avec du recul, je me dis, il y a peut-être des petites lacunes par ici, par là, et peut-être que si j'avais, forcé un peu, peut-être que j'aurais acquis beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et sur le coup, en fait, quand on est jeune, on se dit oui, mais c'est du temps perdu. Mais avec du recul, on se dit ah oui, non, en fait, là, je perds quand même du temps. Je perds quand même du temps, et quand on perd du temps, on perd de l'argent, et voilà, et c'est un cercle sans fin, quoi. Donc non, la formation, oui, je pense que ça viendra plus tard. Vraiment pour
peaufiner, finaliser une connaissance ou justement être persévérante sur quelque chose de bien particulier. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce podcast, d'avoir pris le temps de nous répondre et d'être revenus un petit peu sur votre parcours et sur les raisons qui ont motivé ce changement. C'était vraiment très intéressant et enrichissant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez sur notre site www.equiresources.fr les chroniques de Dr Charlène. Chaque mois, depuis janvier 2023, un thème de ses travaux est mis à l'honneur.